Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Avant de passer au thème de cette conférence de presse sur la séance qui s'est déroulée ce matin, je vous donne quelques informations, des informations habituelles. Vous savez que cette conférence de presse a lieu entre la séance ordinaire du Conseil fédéral et la séance de Klausur, la séance spéciale qui aura lieu cet après-midi et qui sera consacrée à la politique européenne. Donc nous avons un peu de temps à disposition, mais pas trop, on tâchera d'être efficace. Vous recevrez cet après-midi encore 4 communiqués de presse sur la séance de ce matin. Un communiqué concernant les objectifs stratégiques du Conseil fédéral concernant sa participation à la société ROAG. Vous recevrez un communiqué de presse concernant le développement de la gestion de l'administration. Un 3e communiqué de presse sur l'ordonnance sur la protection des eaux. Et enfin, un dernier communiqué de presse du DFAE sur une nomination. Le temps que l'information interne se fasse, vous allez recevoir ce communiqué, j'imagine. Ce sera dans les minutes qui suivent. Voilà. Autrement, aux côtés de Monsieur le Conseiller fédéral, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium Monsieur Yves Rossier, le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. Avant de passer au thème de cette conférence de presse, je vais vous donner la possibilité de poser l'une ou l'autre question sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Storni. Est-ce que le Conseil fédéral a parlé de l'attentat de la semaine passée à Marrakech? Est-ce qu'une éventuelle participation de la part de la Confédération aux funérailles de 2 victimes tessinoises a été discutée? Il n'a pas été discuté de cet aspect-là, mais le Conseil fédéral tient à préciser sur ce thème qu'il condamne fermement cet attentat qui a eu lieu et cette violence aveugle qui s'est déroulée à Marrakech. Il présente toutes ses condoléances également aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement évidemment aux personnes qui ont été blessées lors de cet attentat. Mais il n'a pas discuté autrement plus en détail de cette question. Oui, monsieur. Ce matin, la Commission européenne a proposé plus de latitude pour rétablir des contrôles aux frontières nationales dans l'espace Schengen, notamment si un État fait preuve de défaillance. Est-ce que le Conseil fédéral a abordé cette question, puisqu'il a déjà un avis sur la manière dont la Suisse pourrait réagir à la décision qui pourrait être prise le 12 mai par les conseils? Non, il n'a pas abordé cette question. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Gumi. Le Conseil fédéral a-t-il discuté des recours déposés quant à la votation sur l'imposition des entreprises? Non, pas du tout. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Ramsayer. Est-ce que le Conseil fédéral a discuté sur la stratégie concernant ROAG? Parce que c'était sur la feuille et je n'ai pas vu de dossier aujourd'hui. Ja, ich habe es gerade gemeldet, es kommt ein Kommuniqué heute Nachmittag. Also demnächst haben Sie ein Kommuniqué zu diesem Thema. Bitte schön. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vous propose de passer au thème du jour, nouvelle perspective financière de l'AVS. Monsieur le conseiller fédéral s'exprimera, Monsieur Rossier s'exprimera ensuite et nous serons à disposition pour vos questions avant de passer aux interviews bilatérales. Je pense qu'on aura le temps de tout faire avant de se rendre à la Klausur. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez la parole. Je m'exprimerai encore après, Monsieur Rossier, si c'est possible, Monsieur le vice-chancelier. Bien sûr. Voilà. Alors, pour commencer, j'aimerais en effet vous dire bonjour, mesdames et messieurs, et vous dire qu'on a en effet parlé des perspectives financières pour l'AVS, comme c'était prévu dans notre planning. Je saisirai l'occasion également de cette conférence de presse pour parler aussi un peu des enseignements ou des éléments qu'on peut tirer de la conférence ministérielle de l'OCDE sur la politique sociale qui a eu lieu hier à Paris. Le Conseil fédéral a donc pris connaissance ce matin des nouvelles perspectives financières de l'AVS. Ces nouvelles perspectives financières sont les fondations sur lesquelles nous entendons bâtir la future révision de l'édifice de l'AVS, un bâtiment qui est bien construit, mais qui doit faire face et supporter le futur. Et ce futur sera finalement assez différent du passé et du présent. Les rénovations, elles ont commencé à la fin de l'année dernière, lorsque le Conseil fédéral a approuvé un message qui reprenait les aspects qu'on a appelés techniques de l'ancienne 11e révision.
Message d'ailleurs qui a déjà passé au Conseil des États, qui a maintenant passé aussi en Commission du National et qui devrait donc passer au plénum du National en juin. À cette occasion, nous avions annoncé que nous avions auditionné ou que nous avions plutôt discuté avec les différents partenaires politiques et sociaux, donc les partis, les groupes, les partis qui ont des groupes au Parlement et puis également les partenaires sociaux, les syndicats et le patronat. Et nous avions alors annoncé que nous allions poser pendant l'année 2011 les bases permettant une rénovation en profondeur de l'AVS à moyen terme. Ces bases commencent en fait à poindre avec les nouvelles projections financières de l'AVS. C'est une étape et tout ce qui va se passer dans ce dossier, ça sera vraiment étape par étape avec consolidation de chacune d'entre elles. Vous le verrez dans un processus aussi participatif que possible. Elles vous seront ces projections nouvelles des finances de l'AVS présentées en détail par M. Rossier. En 2 phrases, avant de lui céder la parole pour la présentation, puis après je ferai encore l'appréciation politique. En 2 phrases, on peut dire que ces prévisions revues confirment la nécessité de réformer l'AVS pour consolider cette assurance de base. Le besoin de réforme, et c'est la 2e phrase, le besoin de réforme viendra toutefois un peu plus tard que ce que l'on avait prévu jusqu'ici. Les raisons de ces modifications par rapport aux projections qu'on a connues ces dernières années jusqu'à présent, qui étaient les projections officielles, il y en a 2. D'abord, c'est l'immigration. Clairement, l'immigration a été plus forte qu'attendue et que calculée dans les prévisions en tant que critère à l'époque. Et 2e élément, c'est l'amélioration de la structure des salaires en Suisse, qui était plus meilleure que prévu. Plus d'emplois en fait de qualité, assurant de meilleurs revenus. Donc, ce n'est pas tellement l'indice des salaires que le fait qu'il y ait des progressions. Et cela, cet aspect-là, il est contenu dans les critères, mais il avait été mesuré de manière ou estimé de manière un peu trop faible par rapport à la réalité. Les résultats principaux, c'est que la fortune de l'AVS, elle ne commencera à fondre qu'à partir de 2020 environ. Donc, c'est des projections, hein. Ça peut toujours un petit peu changer, mais disons, actuellement, avec les scénarios et avec les chiffres que nous connaissons et les scénarios pour le futur que nous avons retenus, eh bien, cette fortune pour le scénario médian commencera à fondre que vers 2020. Le résultat de répartition, en fait, il baisse un petit peu avant, mais il est compensé par les revenus des placements. Les réserves de liquidité de l'assurance vont en revanche passer en dessous des 50% des dépenses annuelles de l'AVS vers le milieu ou juste avant le milieu des années 20, donc 2023, 24, 25. C'est là qu'on devrait passer et c'est là que vous voyez sur le schéma que la baisse s'accélère. Donc vous avez par exemple en 2025 une baisse de l'ordre de 5 milliards de francs. Donc ça devient tout de suite des sommes très grandes parce que c'est une assurance avec beaucoup d'argent et beaucoup d'argent. En tout cas avec des sommes importantes à verser. Et c'est important qu'on voit cette évolution tout à coup assez rapide, mais selon les projections, ça se passe un peu plus tard que prévu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous laisse un peu de temps pour préparer la réforme. Avoir un peu de temps pour préparer une réforme, c'est plutôt une chance. C'est une chance qu'il faut utiliser, je dirais, ensemble et intelligemment. Mais c'est aussi un risque. C'est celui de ne pas agir ou de ne pas agir assez tôt. Et le Conseil fédéral veut donc prendre les choses en main, utiliser le temps à bon escient, étape par étape et de manière participative. Notre objectif est d'assurer la pérennité, la durabilité de l'AVS en tenant compte de l'augmentation de la durée de la vie de la population, en tenant compte aussi des rendements des marchés financiers. Le Conseil fédéral entend mener ses travaux avec les partenaires sociaux et avec les principaux partis politiques dans le cadre d'une plateforme. Donc pour le moment, nous avons eu ces premiers entretiens à la fin de l'année passée. Nous allons continuer, mais nous allons essayer de les institutionnaliser un petit peu et de faire une plateforme. Le but est de formaliser une réelle volonté de consensus sur la nécessité d'agir et de mener des travaux préparatoires et de réflexion en commun. Donc, la recherche du Conseil fédéral, c'est la recherche d'un consensus pour la cohésion sociale, en particulier entre les générations, et c'est particulièrement important pour l'AVS. Voilà, je vous propose maintenant que M. Rossier détaille ces projections, et puis après je reprendrai un moment la parole. Merci, M. le Conseiller fédéral. Les projections, c'est un petit peu comme les cigarettes. Il faut toujours les donner avec des mises en garde. Et je crois que c'est très important que l'on comprenne les hypothèses qui sont derrière ces projections pour saisir aussi la manière dont elles se développent dans l'avenir.
Le mode de fonctionnement de l'AVS est très simple. Vous avez ici le bilan annuel de l'AVS. Quand est-ce que l'AVS gagne ou perd de l'argent? Vous voyez, ça dépend strictement de la conjoncture économique. Vous voyez les années noires, la crise de la fin des années 90, l'AVS perdait de l'argent, 1,5 milliard par année, etc. C'était l'époque de la grande panique, on a introduit le pourcent TVA. Oui, avec la reprise, en revanche, les choses se corrigent. Donc, les rentrées de l'AVS sont exclusivement dépendantes de la conjoncture économique. Donc, pour faire une projection de l'AVS, il faut supposer quelle sera la conjoncture économique dans 5, 10, 15 ou 20 ans, ce qui est par définition pas possible, on n'en sait rien aujourd'hui. Donc, on va passer peut-être à l'image suivante. Vous voyez l'autre côté, le côté des dépenses, lui est fondé par le vieillissement démographique, c'est-à-dire le nombre de personnes qui atteignent l'âge de 65 ans ou de 64 ans et qui partent pas forcément à la retraite, mais qui touchent leur rente AVS. Et puis là, vous voyez la génération 68, qui est aujourd'hui encore très fortement présente sur le marché du travail, et vous allez la voir se déplacer, si M. Kaminzin veut bien, se déplacer lentement vers le haut. Donc on a une forte présence de cette génération sur le marché du travail, beaucoup de gens qui travaillent, mais c'est une génération qui va aussi partir ensuite à la retraite, enfin atteindre l'âge de 65 ans, alors que les générations suivantes sont moins larges. Et vous voyez ensuite que cette espèce de bosse, ces poignées d'amour, en quelque sorte, du chapeau démographique se déplace vers le haut. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. On passe à l'image suivante, si vous voulez bien, on va sauter celle-là. L'immigration, c'est ça qui a fondamentalement changé. Dans les hypothèses jusqu'à présent, les hypothèses admises généralement par les divers instituts, on passe toujours sur un objectif 2020 à l'époque ou 2030, on travaille toujours sur 20 ans, parce qu'au-delà de 20 ans, ça devient complètement illusoire. Et on se basait sur une immigration de 7 500 personnes, voire 15 000, pour les 20 prochaines années. Das war die Vermutung bisher. Und wie Sie sehen, in der Tatsache war es nie so. Seit zwischen 90 und 2010 haben wir 40.000, ein nettes, positives Immigrationssaldo gehabt während 20 Jahren. Und sogar 50.000 zwischen 2000 und 2010. Und das wurde jetzt stark korrigiert. Wir können nicht mehr davon ausgehen, wie vorher, auf eine von 10.000 oder 15.000 positives Immigrationssaldo für 2030. Da sehen Sie also unsere 3 Hypothesen, die Median, blau, 40.000. Darauf stützen wir uns jetzt für diese Kalkulierung der AHV-Projektionen. Wieso ist das wichtig? Das ist keine Projektion, das ist die Wirklichkeit. Ça, c'est le bilan de l'AVS à l'envers, sans l'immigration. Et là, on en est sûr, sont des données effectives. Vous vous apercevez que sans l'immigration, l'AVS est dans les chiffres rouges depuis 2000. Sans immigration, elle serait dans les chiffres rouges depuis 92. Donc c'est clairement un facteur déterminant et déterminant en milliards. Donc l'AVS sans l'immigration serait dans les chiffres rouges depuis 92 et de beaucoup. Et vous voyez qu'en revanche, c'est exactement l'inverse qui se passe depuis 2000, à peu près au moment où, gentiment, la mise en place de notre libre circulation avec l'Union européenne se met en place. Par étapes, c'est vrai, mais ça contribue à nourrir constamment cette immigration. Je reviendrai peut-être dans les questions sur la qualité de cette immigration, avec une prochaine étape qui est franchie en ce moment avec les pays de l'Est. Qu'est-ce que ça signifie pour ces hypothèses vers l'avenir? Vous le voyez, la ligne rouge, c'est un petit peu ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'immigration et si toutes les générations avaient la même taille. Mais vous vous souvenez, la génération 68 est très importante et l'immigration aussi. Donc ce qu'on vit maintenant, c'est ce qu'il y a en bas. En fait, le bilan devrait se détériorer, mais comme on a beaucoup de gens actifs et puis en plus beaucoup de nouveaux actifs qui arrivent, ça se stabilise. Ensuite, vous allez voir cette grimpée. Cette grimpée, c'est quand la génération 68 partira à la retraite, touchera son AVS. Et là, ce qui va se passer dépendra, encore une fois, de l'immigration. L'immigration pourra nous aider à compenser, atténuer les effets de ce décalage ou pas. Nous partons maintenant de l'hypothèse que cette immigration va se poursuivre avec cet objectif d'environ 40 000, encore une fois, un solde migratoire positif de 40 000 en 2030. Vous voyez ici l'effet très clair que ça fait sur les actifs, la ligne verte, la ligne bleue et la ligne rouge. Maintenant, le résultat pour l'AVS, vous avez en bas les 3 hypothèses, 30 000, 40 000, 50 000 pour le solde migratoire, ça je vous l'ai dit.
Les salaires, puisque c'est les salaires qui alimentent l'AVS, plus de gens travaillent, plus ils gagnent d'argent, plus cet argent permet de payer des contributions. Und der Strukturwandel, und das ist etwas, das in den alten Projektionen nicht mit einbegriffen war, und das verdanken wir dem Gewerkschaftsbund, der uns darauf aufmerksam machte. Es lässt sich sehr einfach erklären. Lohnerhöhung um 1%. In dem Modell, es wird immer vermutet, 1% für alle. Aber das ist nicht, was geschieht in der Schweiz. Wir sind eine Wirtschaft, die immer zu teuersten Job hinübergeht. C'est-à-dire que si on prend une personne qui gagne 6 000, 8 000 et 10 000 francs, en 1% de salaire, vous ajoutez 1% à chacune de ces sommes. Mais c'est faux, parce que la personne qui gagne 6 000, elle gagnera probablement 8 000 parce qu'elle va changer de travail. Hein, on a une économie qui monte de plus en plus. On a l'économie en Europe, en tout cas, qui bénéficie le plus de la globalisation, précisément parce qu'on pousse à la spécification et à la qualité des places de travail. Et ça, c'est ce phénomène structurel qu'il faut rajouter à l'augmentation des salaires. Alors, les salaires augmentent peut-être seulement de 1%, mais comme une partie des gens se déplacent dans des salaires mieux payés, la masse salariale augmente. Alors ça, on l'a intégré maintenant dans nos projections. C'est pour ça que vous avez Reallohn 1% davon Struktur. Das heißt, Reallohn de facto 0,7% mehr, aber 0,3 ist dieser Strukturfaktor, der auch hinzugerechnet werden muss. Und schließlich die Auswirkungen, vorher, nachher. Les deux lignes bleu ciel, ce sont les anciennes, et les deux lignes foncées sont les actuelles. Qu'est-ce que vous voyez? Ça se déplace. Évidemment, la tendance de base, comme l'a dit M. Burkhalter, ne change pas, parce que chaque année, tout le monde vieillit d'une année, et puis les gens qui ne sont pas nés aujourd'hui n'auront pas 20 ans dans 20 ans. Mais en revanche, ces deux phénomènes, l'immigration et ce facteur structurel, font que ça se déplace un petit peu pour le début de la période critique, un peu plus pour la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Alors, en deux mots, on pensait avant qu'on serait à 50% en gros dans le fonds AVS, qui est la masse critique. Il faut que les mesures arrivent à ce moment-là pour éviter qu'on refasse le syndrome de l'AI. Donc il faut que les mesures prennent effet quand on est à 50%. C'est un peu cette ligne qui est pour nous une ligne. Évidemment, c'est une ligne théorique. On dit pourquoi pas 60, pourquoi pas 40, ne me posez pas la question. Il fallait bien en prendre une. Donc on pensait entre 2019 et 2026, et maintenant nous vous disons entre 2020 et 2030. Alors si vous voulez prendre une moyenne, vous faites comme ça, vous dites 2025. Donc c'est dans cette période-là. Vous voyez, la tendance est favorable. Maintenant, pour éviter des discussions qu'il y aura ici dans 10 ans ou dans 15 ans, l'hypothèse, c'est une immigration positive de 40 000 et une augmentation des salaires, comme je vous l'ai dit, selon les facteurs, dans l'hypothèse moyenne, de 1%. Il va de soi que si l'immigration diminue, vous allez devoir déplacer tout cela en avant. De même, si on a une crise économique et que les salaires baissent, donc le volume, la masse salariale diminue. À l'inverse, si l'immigration est plus forte que prévu, donc ce qui est important pour moi, c'est de vous expliquer les paramètres avec lesquels on travaille. Il va de soi que c'est des paramètres qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas dans la réalité pour dans 20 ans, mais c'est ceux qui nous paraissent vraisemblables. Voilà, c'est donc... je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Merci. C'est précisément ce que vous avez dit, M. Rossier, qu'on va dire également aux partenaires sociaux et aux principaux groupes politiques, avec les mêmes bémols sur les critères des projections. Mais le but, il est vraiment de faire en sorte, et nous y tenons beaucoup, que l'on se rapproche sur ces éléments-là. Donc que l'on construise quelque chose en étant d'accord sur les fondations et qu'il n'y ait pas constamment dans le débat une sorte de grésillement sur le fait qu'on ne croit pas ce qui a été projeté ou on estime qu'il n'y a pas la confiance nécessaire dans les bases de calcul, parce que finalement, c'est quand même ces éléments-là. On ne peut pas faire autrement que d'avoir des projections, parce qu'il nous faut construire le futur. Et le futur, par définition, comme vous l'avez très bien dit avec l'image des gens de 20 ans, on ne peut pas l'écrire comme cela de manière certaine. Et en ce sens-là, vous avez vécu, en fait, ce que nous allons essayer de rediscuter avec les partenaires pour essayer d'obtenir cette base commune. Et après, on pourra travailler sur les moyens. Donc, vous avez vu, on a quelques années devant nous, et 50%, ça représente au fond 6 mois d'AVS, c'est ça que ça veut dire, à peu près.
Donc 50%, enfin même exactement. 50% de fortune, c'est 6 mois de réserve. Donc c'est l'avance. Si on a vraiment un gros problème, on a encore 6 mois de paiement. Mais ce n'est pas énorme. C'est des grandes sommes en milliards. C'est gigantesque en milliards. Chaque année, ce sera bientôt 40 milliards les dépenses de l'AVS. Donc on est dans des sommes très grandes. Quand on sera au milieu des années 2020, ce sera plutôt 50 milliards. Donc c'est des sommes énormes, et 6 mois, ça représente une somme énorme, mais ça fait que 6 mois, donc ça va relativement vite. On a donc quelques années devant nous, et on a une nécessité d'agir, puisque vous avez vu, la courbe n'a pas changé, elle s'est juste un peu déplacée, et du point de vue de la préparation du dossier, c'est plutôt une bonne chose, pour autant qu'on soit d'accord sur le fait que cette courbe, même déplacée, est une courbe qui a beaucoup de chances de se réaliser telle que prévue. En comparaison internationale, on constate, mesdames et messieurs, que tous les pays font le même constat. Donc il n'y a pas vraiment de grande différence, mais la Suisse a un petit peu plus de temps que d'autres. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu, et j'en viens justement à ce que j'ai pu discuter hier à Paris avec les autres ministres des Affaires sociales. Quel que soit le système de retraite, tous les pays développés ou économiquement développés font face aux mêmes défis, aux mêmes questionnements concernant l'avenir des systèmes de pension et concernant la solidarité entre les générations. Tous les pays, même ceux qui ont une population plus jeune, font face à une pression démographique qui met en péril le financement de leur retraite. Donc il y a des populations, je crois que c'est en Irlande, sauf erreur, où il y a une population plus jeune, mais le vieillissement va être un peu plus rapide. Donc c'est de toute manière à peu près la même chose. En 20-30 ans, le rapport actif-rentier se détériore très rapidement dans tous ces pays. Tous les pays estiment qu'il faut revaloriser le travail des seniors et inciter à une activité prolongée. C'est la revalorisation du travail. On parle toujours d'augmentation d'âge de la retraite. En fait, on doit revaloriser le travail des personnes qui arrivent à peu près à l'âge de la retraite par différentes mesures, et tout cela doit se faire dans une politique coordonnée. De plus, de nombreux pays ont augmentent ou vont augmenter ces prochaines années l'âge légal de la retraite. Les Pays-Bas, sauf erreur, débattent la semaine prochaine au niveau gouvernemental de ce sujet. Par ailleurs, plusieurs pays ont introduit des mécanismes auto-adaptatifs, ce qu'on appelle des correcteurs automatiques, qui adaptent le niveau de prestation en fonction des critères économiques et démographiques, puisqu'on ne sait pas exactement comment ils vont évoluer. C'est une des réponses qui a été apportée par les pays. Donc, on adapte en fonction de ce qui se passe. Et puis, l'ensemble des ministres OCDE dans le social sont aussi d'accord pour dire qu'il faut des correctifs sociaux, en particulier afin que les personnes aux plus faibles revenus ne se retrouvent pas en situation de précarité. Il faut aussi changer la culture du travail, notre perception sociale, et agir en termes législatifs et de politique économique pour revaloriser le travail des aînés. Je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure. Et puis encore un large accord sur la nécessité du partenariat social. Et ça, c'est quelque chose que nous soutenons pleinement. Enfin, j'aimerais juste dire que la Suisse est convenue avec l'OCDE que l'OCDE mènera une étude spécifique sur le système suisse des retraites en la mettant en comparaison avec des pays qui connaissent une situation semblable, par exemple la Suède, mais ce n'est pas le seul pays. Donc une série de pays, on va comparer la Suisse d'aujourd'hui, une éventuelle réforme en Suisse par rapport à ce qui se fait avec les plus et les moins, les avantages et les inconvénients des réformes qui sont en cours actuellement dans plusieurs pays qu'on peut comparer aux nôtres. J'en viens encore une fois au processus politique que nous avions proposé en décembre. Il doit se poursuivre, à notre sens. Ça nous paraît très important qu'une fois qu'on le poursuive. Nous avons vu en fin d'année ces partenaires qui partageaient la volonté d'agir, mais il faut encore beaucoup travailler pour aller de l'avant. Et avec les chiffres présentés aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième phase de ce processus en informant les partenaires sociaux, les parties en détail. Ce sera en fait donc avant l'été, ou tout juste au début de l'été, et on leur proposera de formaliser la volonté de participer au processus de réflexion commune et de recherche du consensus visant à accompagner et à préparer les nouveaux projets de révision que nous préparerons pour 2013 vraisemblablement. La Suisse, comme ses voisins, est convaincue que le partenariat social et un accord fort des différents partis est nécessaire pour consolider notre système de retraite. En raison de ce partenariat progressif, on pourrait l'appeler, il n'est pas possible aujourd'hui d'affirmer dans quelle direction iront les réformes, parce qu'il faut précisément admettre maintenant qu'on va chaque fois discuter et revenir au Conseil fédéral et à ce moment-là consolider. Puis je pourrais vous dire ce qu'on a décidé, mais une discussion, un vrai dialogue ne peut se faire que si on n'a pas tout décidé avant, sinon il n'a pas de sens. Donc on ne peut pas vous dire dans quel sens iront les réformes, mais c'est toutefois clair, mesdames et messieurs, que le principe qui est au cœur de la stratégie, c'est de stimuler et de rendre sa pleine valeur au travail
Nous allons donc étudier dans le détail, et non seulement par l'OCDE, donc nous allons lancer toute une série d'études maintenant aussi à l'interne chez nous, dans le détail l'impact et l'intérêt d'instruments qui favorisent et qui stimulent la prolongation de la vie active en créant des conditions cadres qui encouragent les gens à travailler plus longtemps, compte tenu du fait qu'ils vivront plus longtemps. De la même manière, nous voulons étudier dans le détail des mécanismes permettant de désinciter la retraite anticipée, des correctifs sociaux pour les plus défavorisés, le passage d'un âge de la retraite à une période de retraite, des mécanismes financiers auto-adaptatifs qui garantissent à long terme l'avenir de financement du système en agissant sur des critères objectifs et non sur des prévisions. Ces mécanismes pourraient d'ailleurs éventuellement, c'est quelque chose qui est laissé ouvert et qu'on va discuter aussi, entrer en vigueur avant la révision elle-même. Donc on peut avoir une révision qui est présentée complètement avec différents dossiers qui après ont leur propre vitesse ou alors une arrivée par étapes des différents modules. Ces choses-là feront l'objet également de la discussion avec les partenaires. L'OFAS est donc mandaté maintenant pour mener tous ces travaux d'analyse qui nous permettront d'avancer en particulier l'année prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de ce que nous pouvions vous dire aujourd'hui. Nous sommes à disposition pour répondre à un certain nombre de questions. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Je vous donne donc la parole. Qui souhaite sauter la première question? Monsieur Moser. Ich habe eine Frage. Ist das Rentenalter 67 vom Tisch? Ah, das ist unglaublich. Nein, also die Diskussion ist nicht jetzt einfach, wird es 67 oder weniger oder mehr. Wir sollen jetzt noch einmal mit diesen neuen Prognosen die Diskussion eröffnen mit den verschiedenen Partnern und dann schauen, was wichtig ist. Und wir werden wahrscheinlich sehen, dass eine Reform absolut notwendig ist und es wird auch über die Periode, wahrscheinlich nicht das gesetzliche Alter, aber die Periode der Retraite, der Pensionierung, das wird diskutiert. Aber genau wie ist jetzt nicht möglich zu sagen und das wäre auch falsch. Noch einmal, wir wollen wirklich mit den Partnern diskutieren und nicht jetzt schon sagen, was kommt. Autre question, Madame Zöbler. Oui, vous insistez sur la détérioration du rapport actif-rentier. Est-ce que ça relance l'idée d'une contribution de solidarité des seniors dans le cadre de la 12e révision? C'est une piste qu'on peut explorer? Je crois qu'en tout cas, ce qui est important de dire, c'est qu'il faudra trouver un modèle dans lequel la solidarité intergénérationnelle, ou pour parler très clairement, où les jeunes s'y retrouvent. Donc il faut que les jeunes aient vraiment l'impression que cette réforme, ce n'est pas une réforme qui se fait sur leur dos, ou qu'ils n'auront à la limite de toute façon plus rien à attendre de ce genre d'assurance quand ils seront eux-mêmes devenus des seniors. Donc il faut que cette discussion ait lieu et qu'il y ait un équilibre dans les différentes mesures. Lesquelles, encore une fois, je peux là-dessus clairement vous dire que vous n'aurez pas de réponse sur les mesures. Nous sommes ouverts à toutes les discussions, toutes. Mais nous ne voulons pas décider aujourd'hui ou donner des directives trop claires ou des lignes trop claires parce que sinon, ce n'est pas un processus participatif. Monsieur Ramsayer. Je comprends votre prudence parce que vous savez très bien que votre prédécesseur, en lançant l'âge de retraite 67, est plongé dans les sondages, dans les CAF, des maisons de sondage. Il ne s'est plus jamais récupéré de là. Mais là, il y a deux questions qui se posent quand même. Est-ce que vous travaillez dans la direction d'une retraite flexible, disons à partir de 62, et la deuxième question, est-ce que vous rejetez catégoriquement, comme M. Couchepin, l'introduction de l'âge de contribution? Donc, il y a les pays voisins qui font 40 ans, 42 ans comme ça. Est-ce que c'est une possibilité qu'on discute? Alors, tout d'abord, oui, tout à fait. Mais tout d'abord, quand même, sur le principe. Je crois qu'il faut maintenant arrêter de croire qu'on est prudent parce que c'est à cause des sondages. Non, franchement, vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est pas ça. On est prudent parce que 2 fois de suite maintenant, par le peuple puis par le Parlement, la révision a capoté. C'est un échec. Il faut tirer les enseignements d'un échec. L'échec, il vient du fait que, d'une part, on ne ressent pas encore suffisamment la nécessité de réformer, et d'autre part, il n'y avait pas suffisamment de personnes qui se sentaient la responsabilité de porter la réforme.
Et nous sommes convaincus, et ça je le dis clairement, je suis aussi personnellement, fondamentalement convaincu qu'il faut toujours impliquer et intégrer les différents acteurs pour qu'ils portent une partie de la réforme. De toute façon, à un moment donné, il y aura des majorités, des minorités, il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord sur une partie, mais peut-être qu'avec ce processus, les personnes ou les acteurs qui ne sont pas d'accord sur une partie pourront malgré tout porter la réforme. Et c'est ce qui a manqué ces dernières années. Dès qu'il y a un bout qui ne plaît pas, alors c'est de l'opposition sur le tout. Et c'est cela qu'il faut éviter maintenant. Donc ça n'a rien à voir avec de la prudence, ça a à voir avec le fait que le Conseil fédéral a fixé son objectif qui est de réussir cette réforme. Donc on n'est pas parti pour faire un nouvel échec de la réforme, mais on est conscient, et on n'est pas les seuls, tous les pays le disent. Hier, c'était je ne vous ai pas tout raconté ce qu'ils ont dit, mais c'est un des éléments qui sortait aussi clairement. Ce genre de réforme est extrêmement difficile à faire. Plus le pays est démocratique, plus c'est difficile. Donc en Suisse, c'est particulièrement difficile. Donc nous n'avons pas de souci avec quelque sondage que ce soit et nous ne poursuivons pas la politique des sondages. Nous poursuivons l'objectif de réussir. Maintenant, sur les différentes questions, je peux vous dire quand même à titre personnel, je pense que la flexibilisation dans une période de retraite est particulièrement intéressante. Et après, il y a toute une série de nuances. Qu'est-ce qu'on fait pour désinciter la prise dans la première partie de la période et pour inciter la prise dans la fin de la période, mais ce serait possible sur une période plus longue? Ça, c'est évidemment un modèle qui nous plaît beaucoup, mais ce n'est pas forcément ce modèle-là qui va finalement être celui qui est retenu pour une réforme qui a une Mehrheitsfähigkeit. On verra bien. Mais c'est quelque chose qui, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, qui sera étudié. C'est une des études. Maintenant, vous avez parlé du nombre d'années. Donc, dans le cadre des mesures sociales, pas forcément de manière générale, mais dans le cadre des mesures sociales, l'élément du nombre d'années de cotisation peut être particulièrement intéressant. Mais il faut aussi ajouter à cela que ça ne veut pas dire pour autant que les jeunes étudiants ne doivent pas être incités à contribuer déjà, même lorsqu'ils étudient. Donc on peut avoir des modèles qui ne sont pas faits uniquement pour les personnes qui commencent très tôt à avoir un travail à plein temps, si on veut. On peut aussi avoir un modèle, c'est le cas je crois en Espagne, qui encourage à contribuer malgré tout, même quand on est en période d'études. De toute façon, les étudiants travaillent déjà souvent, mais ils ont des petits travaux à côté. Mais on peut avoir un certain nombre de modèles. Je vous réponds comme cela pour vous montrer que c'est très nuancé. Il n'y a pas la mesure, ce sera les années de travail. Ce sera peut-être pour les questions de mesures sociales. Ça pourrait être une voie, mais pas forcément pour l'ensemble. Donc maintenant, c'est vraiment très intéressant de discuter. Je le ferai volontiers avec vous toute l'après-midi à la place de la clausure. Mais non, ça, il ne faut pas... n'en tirer aucune conséquence, aucune conclusion. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Tous les sujets sont vraiment très intéressants, mais il faut qu'on les fasse ensemble et il faut qu'on les mûrisse ensemble. Et à un moment donné, il y aura les gens qui sont contre, les gens qui sont pour, mais il y aura une majorité de pour parce qu'ils auront participé. Ça, c'est l'idée du Conseil fédéral qui n'est pas totalement fausse, qui pourrait même être juste. Oui. Je m'excuse. Non, c'est bon. Monsieur Guémy. Justement, Monsieur le Conseiller fédéral, sur ce processus participatif au Parlement, il a déjà eu lieu et pourtant il y a eu 2 échecs. Qu'est-ce qui vous fait croire, en lançant ce nouveau long processus, qu'aujourd'hui, les partenaires sociaux, les partis politiques sont mieux disposés à discuter et à construire qu'ils ne l'ont été lors des 2 épisodes précédents? Bon, il a eu lieu selon la méthode habituelle. Donc, consultation, on répond, on regarde la consultation, etc. C'est très bien, c'est le processus suisse, mais c'est un peu habituel, voilà, pour ne pas chercher des mots qui vont nous me faire dire des bêtises. Donc, c'est une bonne procédure, elle a fait ses preuves. Là, il faut un peu plus. Il faut que, non seulement on ait dit quelque chose, mais il faut qu'on s'approprie le dossier. Et il faut que les forces politiques retrouvent la joie de la responsabilité. Herr Bundesrat, die Gewerkschaften behaupten ja schon seit längerer Zeit, die Annahmen seien zu pessimistisch des Bundes. Wie kommt es, dass der Bund jetzt mit Verzögerung zum selben Schluss gekommen ist? Ja, also technisch wird Rossier antworten, aber ich sage es noch einmal, das war wegen den Kriterien. Das ist ganz sachlich. Und es macht sehr viele Milliarden, noch einmal. Aber das ist nicht sehr viel, wenn man vergleicht mit der Größenordnung der Ausgaben von der HAV. Aber gut, es hatte
Kriterien bei der Migration und bei den Löhnen und diese Kriterien waren unterschätzt. Das ist einfach so, das ist wirklich mathematisch. Und jetzt hat man bei den Gewerkschaften die neuen Projektionen vor einigen Wochen bekannt gemacht. Wir haben gesagt, okay, es ist ein Beitrag zur Debatte. Es war ein Fehler doch, zum Beispiel die 5 Milliarden, die jetzt bei der IV von der AV bezahlt wurden am Anfang des Jahres für das neue Fonds. Die wurden nicht in den Annahmen der Gewerkschaften ankalkuliert. Das ist von uns aus ein Fehler, aber es ist egal, es ist nur 5 Milliarden für die AV, es ändert nicht sehr viel, aber es ist noch, man kann noch verbessern auch bei diesen Prognosen, aber ich kann feststellen, dass diese Projektionen bei den Gewerkschaften und unsere Projektionen sich annähern. Also wir sind nicht mehr so weit. Und darum sage ich, es ist auch eine Möglichkeit für diese Diskussion und diese Partizipation mit den verschiedenen Gewerkschaften und anderen Gruppierungen, die dann mit uns diskutieren werden. Bitte. Ja, vielleicht zu dieser Frage, Madame. Das ist der Rückblick auf die damaligen Perspektiven der AV. Die blaue Linie waren die Perspektiven der 10. AV-Revision durch Herrn Cotti. Und wie sahen, da boomte es in der Schweiz, Ende der 80er Jahre. Die Annahme war also ein positives Ergebnis von über 1 Milliarde pro Jahr. Und dann kam die Krise. Und dann kam die 11. AV-Revision unter Frau Dreyfus. Und dann sehen Sie die Perspektiven in Rot. Die waren sehr negativ. Also diese pessimistischen sozusagen Perspektiven, die kritisiert werden, sind diese. Was schließen Sie daraus? Die Perspektiven sind immer durch die Gegenwart geprägt. Und unter Frau Dreyfus und unter meinem Vorgänger hat man diese so stark kritisierte, von der Gewerkschaft kritisierte, nicht weil man in die AV sparen wollte, gemacht, aber einfach, es herrschte Panik. Die AV verlor damals über 1 Milliarde pro Jahr. Und man hatte damals niemand, weder die Gewerkschaft noch das BSV noch das Bundesamt für Statistik, die starke Zuwanderung und die Öffnung und die Freizügigkeit der Personen vorgesehen. Niemand hatte das vorgesehen. Jetzt sind unsere Perspektiven viel besser, nicht weil Herr Burkhalter viel Geld ausgeben will in der AV, einfach weil wir jetzt in einer sehr positiven Konjunkturphase sind. Also die sind nicht politisch geprägt. Wer das behauptet, täuscht sich oder täuscht die anderen. Die sind einfach stark von den Annahmen, die für die Zukunft gelten und diese Annahmen geprägt und diese Annahmen hängen natürlich stark von der Gegenwart. Das heißt, wenn wir in 5 Jahren in eine Rezession gehen, dann werden wir wiederkommen mit einer dunkleren Krawatte und werden viel, viel schlechtere Zahlen angeben. So geht es. Das ist einfach, was wir Ihnen jetzt sagen, ist, und es stimmt, der Unterschied jetzt zwischen den Gewerkschaften und unseren Projektionen sind klein. Die Gewerkschaften machen einen Fehler, die haben vergessen, dass der AV-Fonds 5 Milliarden an den IV-Fonds gab dieses Jahr. Das ist der erste Fehler und das ist der einzige Fehler. Die Schätzungsänderung ist klein. Wir berechnen 40.000, die Gewerkschaften 37.500. Die nehmen an etwas weniger Immigration als wir. Und was die Löhne und der Strukturfaktor, wir tablieren auf 1% und die Gewerkschaften auf 1,2%. Wer hat recht in 2003? Niemand kann es wissen. Also 1,2% ist genauso wahrscheinlich wie 1 oder wie 0,8%. Also der Unterschied ist sehr klein. Es geht um ein Jahr. Der einzige Fehler ist, dass man eben vergaß, dass diese 5 Milliarden nicht mehr im AV-Fonds sind. Man hat die weiterhin mitberechnet. Das ist wahrscheinlich ein Fehler, würde ich vermuten. Aber sonst tatsächlich gibt es kaum Unterschiede. Es geht um 1-2 Jahre in der Spannbreite der Periode, wo man Maßnahmen greifen muss. Peut-être sur ce point, l'assurance invalidité. Donc, l'AVS et l'assurance invalidité, pour voir les liens entre les deux. L'AVS a actuellement une fortune de 121%. Ça fait 44 milliards. C'est un peu plus que les dépenses d'une année. Mais, enfin, actuellement, avait à fin 2010, le 31 décembre. Le 1er janvier, on a créé ce fonds pour l'AI. On a pris 5 milliards du fonds AVS, on l'a mis dans le fonds AI. Donc, on a passé environ à 40 milliards de réserves maintenant pour l'AVS. C'est plus 121%, mais c'est 107%. Et dans ces 40 milliards qui restent, il y a aussi les 15 milliards de dettes de l'assurance invalidité. Donc l'assurance invalidité, sa dette, elle l'a auprès du fonds AVS. Donc de fait, il y a encore moins
qui est liquide dans le fonds. Il n'y a pas 40 milliards, il y a 15 milliards de moins, ça représente plus que 80% du fonds. Donc à l'heure actuelle, la situation apparaît très bonne, elle est un peu moins bonne dans les faits, et c'est important parce que ça veut dire aussi que le travail des autorités et sur la volonté de la population aussi d'assainir l'assurance invalidité va aussi avoir un effet positif sur l'assurance AVS. Et c'est pourquoi on reviendra, lorsqu'on reviendra avec la révision 6B de l'AVS, avec un lien. On fera un lien entre ces différents timings et la nécessité d'assainir l'assurance invalidité. Vous permettrez de penser à la clausure du Conseil fédéral. Je ne prendrai donc plus qu'une seule question. Elle a lieu, je le confirme. Monsieur Friedli, vous aviez une question. Ja, Herr Burkhalter, Sie haben jetzt nicht zum ersten Mal betont, dass Sie mit allen gemeinsam im Boot, begründet auf neue Zahlen, in großer Einigkeit dieses Dossier vorantreiben wollen. Und jetzt aber ausgerechnet Ihre Partei wird am Samstag eine Resolution verabschieden, wo sie sagt, wir wollen 65, 65, ohne Flexibilisierung schon jetzt. Was sagen Sie dazu? Also ich habe den Anfang nicht ganz verstanden, aber die Ende mit meiner Partei habe ich verstanden, dann verstehe ich auch den Anfang wahrscheinlich. Also wichtig ist für den Bundesrat, dass es das Prozess wirklich respektiert. Es ist schon nicht nur bei der FDP, bei fast allen Parteien, es gibt jetzt viele Motionen und verschiedene Vorstöße, die dann auch im März deponiert wurden und dann bis Juni vom Bundesrat auch beantwortet werden, die über die über dieselben Themen sind. Also wir werden im Bundesrat einen Unterschied machen zwischen Form und Inhalt. Also formell möchten wir wirklich diesen Prozess so machen, wie wir es wollen. Und das ist sehr wichtig, es ist ein Respekt vor den Partner. Und wenn zum Teil, wahrscheinlich vor allem dieses Jahr, sehr viele Vorstöße dann deponiert sind, dann ist es inhaltlich nicht schlecht. Es ist wahrscheinlich eine Bereicherung der Debatte und zum Teil sind wir nicht so weit von verschiedenen von diesen Vorstößen. Aber wichtig wäre, dass man nicht so die Etappen falsch macht. Und darum wird es immer schwierig mit dem Parlament, weil man kann das nicht so glauben, dass die Verantwortung überall getragen wird mit dieser Sicht der Sache des Bundesrates. Das ist ganz klar. Aber wir werden weiter so tun und wir werden so bei allen so sprechen, sei es eine Partei, die ganz nah von mir ist, oder eine Partei, die weniger nah ist. Merci. On va conclure ici. Avant que je vous laisse passer aux interviews bilatérales, je vous signale encore concernant cette fameuse clausure du Conseil fédéral que si une communication devait avoir lieu, cette communication, que ce soit une communication écrite par communiqué par exemple ou sous une autre forme, aura lieu demain et non pas aujourd'hui, puisque cette clausure se déroule cet après-midi. On ne va pas informer ce soir tard, ce sera demain. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre les résultats aujourd'hui. Merci, bon après-midi.